Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le chef de l'État guinéen a assisté à la prestation de serment de l'ancienne gloire du football africain, George Weah. C'était ce lundi au Libéria en présence de plusieurs chefs d'État du continent. Élection communale, à quel point les radios rurales jouent-elles un rôle dans la campagne électorale? Le feu vert a été donné aux radios rurales à Mamou pour participer à la couverture de la campagne électorale. Et puis 500 gardes forestiers ont prêté serment. La prestation de ces conservateurs de la nature s'est déroulée en présence de la ministre de l'Environnement. Bonsoir à tous et merci de nous accorder du temps pour vous informer. Le président de la République, proche Alpha Condé, a pris part ce lundi à la cérémonie de prestation de serment de l'ancien ballon d'or George Weah, amené à diriger les destinées du Libéria. Il succède ainsi à Dr Hélène Johnson-Sirleaf. Nous y reviendrons. Après le Libéria, Alpine Suisse. Après le Libéria, proche Alpha Condé a mis le cap sur Davos. Le chef de l'État s'est entretenu avec plusieurs personnalités, notamment le roi de la Jordanie, la première ministre norvégienne et la présidente du FMI. Les échanges ont porté autour du renforcement des relations de coopération. Sanassi Keita. Davos, la station alpine suisse. Ici, le président de la République arrive pour prendre part au Forum économique mondial. Plusieurs personnalités rehaussent de leur présence ce rendez-vous mondial. Des personnalités et hommes d'affaires venus des 4 coins du monde qui ont eu un entretien chaleureux avec Professeur Alpha Condé, à l'image de la première ministre norvégienne. Erna Solberg et Professeur Alpha Condé ont échangé sur plusieurs questions d'intérêt commun entre Conakry et Oslo. Des questions telles que l'énergie, la santé et l'éducation ont été longuement évoquées au cours de cet entretien. Des questions d'ailleurs que Professeur Alpha Condé a aussi discutées avec la présidente du Fonds monétaire international. Christine Lagarde a exprimé au chef de l'État son soutien sans réserve à ses nombreux projets de développement engagés en Guinée, notamment l'énergie, avec surtout la construction de plusieurs barrages hydroélectriques et la mise en place du système d'électrification rurale. Des projets appréciés par le roi de la Jordanie, qui reçoit le président de la République. Ici, le souverain du royaume hachémite de Jordanie a témoigné de son soutien au chef de l'État, surtout pour la réalisation des objectifs du PN2S, Plan national de développement économique et social 2016-2020. Abdallah II et Professeur Alpha Condé ont longuement parlé d'autres sujets pour renforcer l'axe de coopération Conakry-Amman, tels que la sécurité, la santé et l'agriculture. À présent, nous vous invitons à suivre cette compilation de la Guinée en bref, commentée par Makem Donzo. Des cartons de bloc-notes, de bics, de cartables et autres fournitures destinés à la formation des membres du bureau de vote dans les 4 régions naturelles du pays. Ces colis sont conditionnés par circonscription électorale. D'ici le 27 de ce mois, l'institution électorale compte acheminer ce matériel sur toute l'étendue du territoire national. Il s'agit ici du conditionnement des équipes, des fournitures qui doivent aller dans les différentes localités pour la formation des agents de bureau de vote. Presque nous sommes à la dernière étape
Ce matériel doit aller au niveau de toutes les localités. La paix, la quiétude, l'amour du prochain et l'éducation des enfants, ce sont les maîtres mots développés par le ministre d'État, ministre du Tourisme, de l'Hôtellerie et de l'Artisanat, Agawale Koubia. L'objectif est de favoriser un climat de bonne entente mutuelle avant, pendant et après les élections communales. Du président de la République à l'unité et faire comprendre à tout le monde que nous sommes tous égaux dans ce pays et que nous avons les mêmes droits et les mêmes devoirs et que la population doit savoir cohabiter, vivre ensemble et ça c'est dans l'intérêt de tout le monde. Même son de cloche à Guékédou, où le ministre du Commerce, Marc Yombouno, est venu partager avec les citoyens de sa localité les acquis du professeur Alpha Condé depuis son accession au pouvoir. La population de Guékédou est attentive au message de paix et de cohésion sociale de l'envoyé du gouvernement. L'objectif de la mission, c'est de venir expliquer les acquis du gouvernement, ressortir vraiment les bienfaits du professeur Alpha Condé et tout ce qu'il est en train de faire et les perspectives d'ici 2020. Et aussi reconnaître quand même les préoccupations des populations. La ministre du Plan et de la Coopération internationale était récemment à Kébali, une localité agro-pastorale située à 42 km de la préfecture de Dalaba qui bénéficie du courant électrique. D'autres communes rurales seront bientôt alimentées en courant électrique. C'est pourquoi la ministre Hadja Mamakani Diallo promet de faire le suivi de ces différents projets d'électrification des campagnes à Dalaba. Il y a une grande satisfaction de la population, surtout compte tenu de tout ce qui a été réalisé depuis les 2 dernières années. Je pense que nous avons avancé dans l'électrification rurale, dans un certain nombre de projets et le président a aussi pris des engagements vis-à-vis de la population par rapport à la MIFA, au collège qu'on va construire et à l'électrification des autres sous-préfectures de la région. La commune rurale de Sengbedou d'Amasantan bénéficie d'infrastructures administratives. C'est un bâtiment construit et équipé par le PACV, Programme d'appui aux communautés villageoises. Il est composé de plusieurs bureaux et d'un parking auto. Plus de 390 millions de francs guinéens sont injectés dans la réalisation de cet édifice. Ce nouveau bloc administratif servira désormais du bureau du maire et des services décentralisés. C'est un sentiment de satisfaction et je comprends en plus que la population de Sengbedou adhère à la cause du président. De tel édifice n'a jamais existé à Sengbedou. Donc une reconnaissance importante et la population l'a prouvé à l'endroit du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. À Kaboukaria, Fadou Saba, dans la préfecture de Kouroussa, c'est une lecture du Saint-Coran qui a été organisée par les ressortissants et fils de la localité. L'idée est de renforcer la cohésion sociale, la paix et l'unité nationale entre les Guinéens en général et celle des préfectures de Kouroussa, d'Abola, d'Inguiraï et Kankan en particulier. Cette rencontre religieuse était placée sous la présidence de la Ligue régionale des affaires religieuses de Kankan et a connu la participation de l'érudit de Dinguiraï. Elle est organisée au mois de janvier de chaque année pour le rayonnement de l'islam et le développement de la localité. Dans la capitale des agrumes, l'association des jeunes paysans pour le décollage économique à la base de Garayarori a organisé un tournoi parrainé par le ministre d'État des Transports Oye Guilavogui. D'une vingtaine de membres, ces jeunes acteurs du développement rural comptent promouvoir des actions de sécurité alimentaire et de lutte contre l'exode rural par le travail de la terre. Des enfants qui se convertissent en association pour travailler la terre, ça c'est vraiment une particularité. Donc c'est l'initiative du chef de l'État. Il a toujours demandé au point de chercher des fonds, les mettre en place pour pousser, aider les enfants à travailler la terre.
Élections communales, les Guinéens sont appelés aux urnes le 4 février prochain. Les journalistes ont pour mandat d'informer. C'est dans ce sens que les radios rurales vont apporter leur contribution dans la couverture médiatique de la campagne électorale. L'annonce a été faite à Mamou par les responsables de la Haute Autorité de la Communication. Une occasion qui a été mise à profit pour rappeler le rôle et la responsabilité des journalistes dans le processus électoral. Younous Atawel Kamara. Les journalistes des radios rurales de Guinée vont participer à la couverture médiatique des élections communales du 4 février prochain. C'est la principale information de cette rencontre qui regroupe les responsables de la Haute Autorité de la Communication et les journalistes des radios rurales ici à Mamou. Une grande première dans le processus électoral en Guinée. Le rôle et la responsabilité des journalistes, mais également les enjeux d'une campagne électorale ont été rappelés au cours de cette rencontre. Si auparavant les radios n'étaient pas interpellés par rapport au contenu des cahiers de charge, cette fois-ci, vous serez interpellés en cas de dérapage. On dit que tout organe qui diffuse des propos séditieux répond devant la HAC. Ça veut dire quoi? Quand vous allez couvrir les candidats, vous avez la responsabilité des propos séditieux, incitant à la haine ou à la révolte que le candidat va faire passer sur votre antenne. Donc on a dit à tous ces animateurs vraiment d'être responsables, parce que ça, la responsabilité, c'est la chose la plus importante. Pour les médias, c'est le quatrième pouvoir. Donc nous avons un pouvoir qu'il faut incarner, mais de façon positive. Tous les messages qu'on doit diffuser, des messages vraiment de paix, de quitte social. Dans ce processus électoral, les journalistes des radios rurales s'engagent à respecter l'éthique et la déontologie du métier. Nous allons accomplir cette mission en toute responsabilité, avec le réflexe du journaliste surtout, dans l'impartialité aussi, parce qu'il faudrait qu'on soit neutre, qu'on prenne tout le monde au même niveau d'information, tant sur le temps d'antenne, tant sur les messages qui passent. L'implication des animateurs des émissions interactives dans la campagne électorale va permettre aux citoyens à la base de connaître le programme de société des candidats de leur localité. Dans le cadre de l'exécution de la deuxième phase du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes, 148 jeunes postulants sont en formation de stage pour renforcer leurs capacités aux besoins du marché de l'emploi. Fatima Diallo nous signe ce reportage. Ce sont les heureux gagnants du tirage aléatoire des chercheurs d'emploi. Ils sont 148 gagnants sur plus de 1000 jeunes postulants. Ils vont bénéficier de stages dans une douzaine d'entreprises. Des stages censés déboucher sur un emploi pour bon nombre de ces jeunes. Déjà, ces récipiendaires échangent avec les gestionnaires du projet. Les conseils que nous avons reçus à travers cette occasion, nous ne pouvons que le capitaliser et de suivre ces conseils durant notre parcours de stage dans les différentes entreprises que nous sommes orientés. C'est une grande opportunité qu'on a eue. Il suffit juste d'aller dans les entreprises, se former, être à mesure pour vraiment, parce que si le premier groupe-là est apte dans les entreprises, ça permettra aux autres d'avoir la chance d'être retenus dans le projet Bossège. Et ça va permettre au gouvernement aussi d'être crédible auprès de la Banque mondiale. Cette rencontre d'échange consiste à préparer ces diplômés à marquer leur premier pas pour l'obtention du premier emploi. Il a été question ici de leur prodiguer des conseils. Il a été question de leur dire officiellement vers quelle entreprise ils vont. Il a été aussi question de faire en sorte que le processus ou que le contenu du projet leur soit expliqué afin qu'ils soient aussi des acteurs pour passer le message pour que les jeunes qui sont dans les quartiers et qui ne sont pas venus vers nous puissent s'inscrire dans la base de la DIP et puissent avoir la chance d'être accompagnés par la DIP. Lors de cette rencontre, nous leur avons donné les conseils qui sont les premiers conseils qu'on donne à un jeune diplômé, à savoir bien se comporter et bien réussir son premier contact. Deuxième phase du projet Booster les compétences pour l'employabilité des jeunes est pilotée par le Bossège et exécutée par l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi AGIP. Objectif, réduire le chômage des jeunes diplômés. Les prochains jours, ces jeunes vont suivre une formation sur le comportement en entreprise.
À la page santé, le passage obligatoire de l'amélioration de la qualité des soins passe inévitablement par une bonne hygiène. Pour réussir ce pari, un programme d'appui aux établissements hospitaliers est mis en place depuis la période de la maladie Ebola. Thune 2H, c'est son nom, est à pied d'œuvre pour résoudre la problématique de l'hygiène dans les structures de soins du pays. Lancé Kamisoko, Aboubakar Diaby, reportage. L'épidémie à virus Ebola qui a frappé la Guinée entre 2014 et 2015, le gouvernement et ses partenaires travaillent sur le renforcement des capacités en matière de prévention, de contrôle des infections et hygiène hospitalière. Cela pour la sécurité sanitaire des patients et du personnel soignant. À cet effet, un programme d'appui aux établissements hospitaliers est mis en place en Guinée. Dénommé Thune 2H, ce projet est initié par l'Expertise France dans le cadre de la coopération franco-guinéenne. Le projet qui est né pendant l'épidémie Ebola, d'un constat qu'il y avait des carences en matière d'hygiène hospitalière. Un projet qui a été pensé pour être sur le long terme, qui est financé par le ministère français des Affaires étrangères, donc par le gouvernement français, et qui a déjà donné de très bons résultats en matière d'amélioration de l'hygiène à l'hôpital, au profit bien entendu des patients, mais aussi des personnels soignants. Et c'est un projet qui est très important pour donner des soins de qualité. Chaque année, le comité de pilotage se réunit pour voir le parcours de ce qui a été fait, quels sont les acquis qui ont été obtenus, quelles sont les insuffisances qui restent à corriger et en fin de compte, quelles solutions d'approche trouver pour essayer d'atteindre les objectifs qui ont été fixés au départ. Ce troisième comité de pilotage a été l'occasion pour ces professionnels de santé d'échanger sur la problématique d'hygiène dans les différentes structures de soins du pays. La gestion des biomédicaux a été le centre des débats. Le projet était sur un financement initial de 3 ans. Il a démarré en avril 2015 et devait se terminer en mars 2018. Et nous avons discuté aujourd'hui, lors de ce troisième comité de pilotage, d'une possible extension de quelques mois pour préparer le retrait du projet, travailler un peu plus sur l'autonomisation des structures hospitalières avec lesquelles nous travaillons, notamment les comités d'hygiène et de sécurité et les points focaux en PCI. Il travaille aussi avec le ministère de la Santé et également au niveau régional et préfectoral. Expertise France a un projet qui mérite d'être pérennisé. Nous avons proposé que l'hygiène hospitalière, l'hygiène et la sécurité soient reconsidérées en tant que service, en tant que structure à part entière à l'intérieur des établissements hospitaliers pour que cette structure ne s'occupe que de l'hygiène hospitalière, de la gestion des déchets biomédicaux et qu'il y ait à côté l'organe consultatif comme le comité d'hygiène et de sécurité pour accompagner la stratégie. Démarré en avril 2015, ce programme est financé par la France à travers son ministère des Affaires étrangères à hauteur de 3 millions d'euros. Outre la santé, Expertise France appuie les pays émergents dans d'autres domaines comme le développement économique, les finances publiques, la gouvernance ou la protection sociale et emploi. Sous les auspices du Comité national de lutte contre le VIH-Sida Conakry, les autorités de la région de Zérékoré ont inauguré officiellement le bureau de la coordination des activités du CNLS dans cette localité, ce qui les engage à s'investir davantage dans la riposte pour atténuer les risques et atteindre les objectifs à l'horizon 2030. Le point avec Moussa Bangoura. La ville de Zérékoré a désormais son centre régional de coordination pour la riposte au VIH-Sida. L'initiative est du Comité national de lutte contre le sida. Cette installation nous permet de nous rapprocher davantage de nos populations parce que si tout est concentré au niveau de Conakry, l'accessibilité au niveau
des régions, des préfectures va être difficile. Et cette coordination, non seulement ils vont gérer le chef-lieu de la région, mais aussi ils vont gérer les différentes préfectures et sous-préfectures relevant de leur juridiction à travers les différentes supervisions. Est-ce que les malades ont accès au traitement? Est-ce qu'on ne les demande pas de l'argent? Est-ce que le dépistage volontaire et anonyme, ça se fait correctement? Est-ce que les agents sont formés? Est-ce que les intrants sont disponibles? Est-ce que le suivi des femmes enceintes en matière de lutte contre le sida, ça se fait normalement? C'est en 2011 que le secrétariat exécutif du CNLS a initié le programme de décentralisation de ses activités à l'intérieur du pays. Le but est d'élargir le taux de couverture sanitaire. Le message que j'ai, c'est pour inviter les populations laborieuses de Zérékoré, de la région de Zérékoré, à venir massivement se dépister dans les structures de santé pour connaître leur statut sérologique, puisque quand on connaît tôt son statut sérologique, on a forte chance de bénéficier des soins gratuits et de ne pas aller vers la maladie, les complications. Pour faciliter la remontée des données sanitaires, le siège a été équipé en matériel informatique et d'un groupe électrogène pour l'électrification. Mieux, des engins roulants ont été aussi donnés aux agents pour assurer la coordination des actions dans les préfectures de la région. Un groupe de gendarmes et policiers sont en stage de formation. Les 10 semaines de formation s'articulent autour des modules judiciaires pour qualifier leurs connaissances. Elle s'inscrit dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Alia Kamara. Il s'agit de la 3e promotion des directeurs d'enquête. Un effectif mixte de 25 stagiaires composés de gendarmes et de policiers. En initiant cette formation, le haut commandement de la gendarmerie nationale espère corriger certains problèmes liés aux actes de procédure et au délai de la garde à vue. Les attentes sont grandes, mais les modules prévus devront permettre de qualifier le travail des agents sur le terrain. À l'issue de cette formation, les procédures actes séparés, parce que les procédures ce sont les mêmes, mais il faut renforcer les capacités opérationnelles en matière de police judiciaire sur le terrain. Parce qu'un directeur d'enquête, c'est un monsieur qui est responsable. Il répond devant le procureur de la République, tout acte posé. Cela va nous permettre ici d'harmoniser toutes ces méthodes de travail pour que les actes qui viennent au niveau de la justice soient les mêmes que pour la gendarmerie et pour la police. La grande nouveauté, c'est la participation à ce stage de plusieurs agents de la police nationale. Un bon mixage pour améliorer les méthodes de travail jusque-là utilisées par les deux corps, police et gendarmes, et surtout pour harmoniser les actes de procédure sur toute l'étendue du territoire national. Eh bien, on peut s'attendre à déjà à obtenir un langage commun entre les deux institutions, notamment en ce qui concerne de l'enquête judiciaire. Nous parlons de l'enquête judiciaire, on ne parle pas de maintien de l'ordre, on parle précisément d'enquête à l'attention de la justice, à l'attention du justiciable. À quoi peut-on s'attendre? Eh bien, à obtenir une harmonie entre les deux institutions en matière d'enquête judiciaire. Depuis 2009, près de 5000 agents ont été formés ici, à l'école de Sonfonia, pour un effectif total de 9000 gendarmes. Des cours qui s'inscrivent dans le cadre de la réforme des forces de défense et de sécurité. Et puis, pour renforcer le dispositif de protection de l'environnement sur le terrain, 500 gardes forestiers viennent de prêter serment en présence de la ministre de tutelle. Ils sont amenés à respecter les textes et règlements qui régissent la sauvegarde des écosystèmes en Guinée. Mamadou Alpha Baldé, reportage. Moi, chef cantonnement forestier de Niagara, je le jure. L'exercice est rare au palais de justice de l'Abbé. Récemment formés au camp de Kaléa, ces conservateurs de Mamou et l'Abbé prêtent serment. À travers cet acte, ils s'engagent à jouer pleinement leur rôle, qui est celui de la protection de l'environnement, aujourd'hui attaqué de partout. La prestation de ce serment veut dire qu'ils ont juré. Ils ont juré d'être plus responsables pour faire respecter les lois. Ces lois sont le code forestier, le code de la faune et de la réglementation de la chasse,
dans les forêts classées, dans les forêts hors classées, dans les zones humides, dans les aires protégées, dans les domaines maritimes publics, dans les réserves de faune, etc. Au même moment, des opérations similaires sont organisées dans toutes les régions naturelles du pays. 500 nouveaux conservateurs sont concernés. Ils viennent renforcer les 2000 déjà actifs sur le terrain. Du moment où il faut conscientiser les agents selon leurs responsabilités, il faut leur montrer la dimension de leur charge juridique par rapport à la mission. Et prêter serment, c'est s'engager profondément dans l'application du contenu de tous nos textes juridiques et réglementaires. Ça va apporter assez de changements, assez de progression dans le dispositif global de la conservation de la nature. Pour vous dire que vraiment on tiendra notre serment dans les conditions souhaitées par le gouvernement. Nous venons tout récemment de prendre des braconniers qui ont mis à abattre des chimpanzés, tous femelles, avec leurs petits, mais heureusement le petit n'est pas mort. On l'a envoyé au parc national du Haut-Niger. Bon, pour le reste, le jugement a été fait le 16 et ça prendra fin le 30 janvier. Le corps des conservateurs de la nature a été réhabilité en 2011. Quelques années après, son bilan est qualifié d'encourageant, même si, aux yeux de nombreux observateurs, il peut encore beaucoup mieux faire. À la même page, penchons-nous sur la recherche scientifique. Face à l'effet de la carbonisation et de la dégradation de l'environnement, plusieurs chercheurs locaux et internationaux se sont retrouvés à Conakry pour développer des stratégies de riposte. Ils veulent ainsi prévenir les effets de l'exploitation minière dans les zones sensibles. Mounir Bari, Francis Collier. La flore guinéenne est considérée comme la plus riche en Afrique. Selon les études, il existe plus de 2000 espèces de plantes en Guinée. Mais de nos jours, ces espèces sont menacées de disparition. Pour minimiser l'ampleur du phénomène en Guinée, les experts se réunissent en vue de sauver les espèces végétales en disparition. On a rencontré hier à la grande chute de Kindia. Il y a l'évidence scientifique qu'il était 3 espèces d'une famille très importante là-bas qui étaient découvertes dans l'époque coloniale par les Français. 3 espèces. 2 de les 3 espèces, avec l'évidence scientifique, sont uniques aux 7 sites au monde. Mais toutes les espèces de cette famille à Grande Chute a disparu. Les experts de l'herbier national de Guinée travaillent avec leurs homologues du Royal Botanic Garden de Kew de la Grande-Bretagne pour sauver les espèces rares du pays. Il y a des plantes en Guinée qu'on ne retrouve que dans notre biotope. Ils ne sont nulle part d'autre. Parce que notre climat s'y prête et notre végétation s'y prête. Et si on ne prend pas garde, ces plantes risquent de disparaître entièrement sur la planète, parce qu'ils ne sont nulle part si ce n'est la Guinée. Certaines de ces plantes ont des importances non seulement médicinales, mais ils ont aussi des importances alimentaires et ils ont aussi des importances culturelles. Donc s'ils disparaissent, c'est la science qui a perdu. La situation des espèces en disparition désignées sous le nom de liste rouge est dans la ligne de mire de ces experts. Ils comptent utiliser des moyens scientifiques pour la conservation de la nature contre les effets de déboisement, de la carbonisation et de l'exploitation minière. Promotion féminine, des machines à coudre et plusieurs accessoires pour des femmes et filles du pays. C'est un don de l'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. En somme, une vingtaine de couturières sélectionnées ont suivi une formation en technique de couture et de broderie. Bernard Tanguino. Au terme de 2 semaines de formation en technique de couture et broderie, ces femmes et filles venues des différentes régions du pays bénéficient chacune d'une machine à coudre et plusieurs autres accessoires. C'est un appui de l'ISESCO, Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture. Un programme qui vise à offrir la formation et l'équipement aux femmes de métier. l'ISESCO m'a aidé encore
Il m'a envoyé pour faire les formations de 2 semaines. J'ai fait ma formation très bien même. Et Zesco m'a dit que je ne veux pas te laisser comme ça. Il m'a donné les machines, les matériels. Ce que moi je peux travailler avec ça. Les Zesco m'a donné. Sélectionnées à travers les ateliers et autres centres de formation professionnelle du pays, ces femmes couturières ont suivi des techniques de perfectionnement en couture et gestion d'un atelier. Des notions dispensées par des maîtres couturiers et stylistes. La couture, c'est pas facile pour apprendre quelqu'un pendant 2 semaines. Mais avec la technique, la théorie qu'on faisait au tableau, par exemple des modèles, si on dit les modèles pour les 3 pagnes par exemple incomplets, on dessine au tableau, on donne le schéma, comment on coupe, comment on fait le montage. Après ça, on vient maintenant sous les machines. La formation et l'équipement de ces femmes de métier apparaît comme un nouvel acquis dans le combat pour l'autonomisation de la femme guinéenne. Un combat qui fait partie des préoccupations des autorités publiques. Au début, je disais c'est un geste symbolique, mais je me sens aujourd'hui, avec l'accompagnement que nous avons vu, nous espérons que l'avenir, Inch'Allah, peut nous édifier. Ça ne s'arrête pas là, mais ils vont continuer à utiliser ça à la bénéfice de notre développement. Nous sommes persuadés que de plus en plus, nous allons recourir à la production nationale, de moins en moins à cette importation dans les domaines où travaillent ces femmes, la broderie et la couture, ce qui va augmenter la production nationale et la richesse nationale. Au-delà des équipements, les récipiendaires reçoivent des attestations de l'ISESCO. L'Organisation islamique pour l'éducation, la science et la culture compte poursuivre son programme en faveur d'autres femmes de métiers du pays. Autre actualité, elle porte sur la famille, socle de toute société. Le sujet a été débattu au cours de la Ziara de Bissikirima. La rencontre est organisée par la Fondation pour le développement culturel et islamique de cette localité qui justifie ce choix par la disparition progressive des valeurs islamiques dans les familles. Abdulkarim Kamara. De tout temps, l'islam veille à raffermir et à consolider la famille. Il la préserve surtout de ce qui peut menacer sa cohésion. Cependant, le constat révèle que depuis plusieurs années, les familles ne représentent plus ce long fleuve tranquille en Guinée. Ici, à Bissikirima, moult observateurs en islam portent le débat dans l'arène de la Ziara. Beaucoup de familles ont démissionné aujourd'hui en accusant le facteur difficulté, facteur ceci, cela. C'est ça le problème. Il faut qu'on se ressaisisse et que nous reprenions cette responsabilité première-là. On pense que tout est à la charge de l'État, c'est pas vrai. En fait, l'État aide plutôt la famille. Il faut qu'on sache cela. Tout dépend de la meilleure compréhension de la chose dont on se réclame, être partant. Parce que si l'islam est mieux compris, je crois que tous ceux qui se réclament être musulmans vont vivre quand même dans la sérénité, dans la quiétude. Donc la meilleure compréhension de ce Coran peut quand même nous donner de l'harmonie dans nos différentes familles. Maître de conférence en islam, l'Ivoirienne Aminata Khan fait une invite à la gente féminine. Elle interpelle les femmes à être à l'avant-garde de la bonne situation de la famille et de son union. Une situation qui, à son tour, peut assurer celle des individus et de la société en général. Alors, il faut savoir que la cellule familiale est en fait la vitrine de toute société. S'il y a des dysfonctionnements au sein de la famille, c'est toute la société qui va s'en porter mal. Toute famille qui veut être forte doit être bâtie sur Dieu, sur la crainte de Dieu et sur la promotion, encore une fois, des valeurs que l'islam défend. C'est également l'instruction, aussi bien religieuse qu'intellectuelle. C'est l'éducation, c'est le façonnement de l'individu, son esprit, son physique. C'est tous ces éléments-là qui, pris en compte, nous permettent d'avoir de belles familles. Tous ces débats sur l'épanouissement de la famille ont porté à tout point de vue sur la complémentarité entre l'homme et la femme. Que chacun s'efforce à compenser le manque qui existe chez l'autre afin de bâtir la société musulmane.
Revenons à Conakry où s'est tenue la remise des trophées des meilleurs entrepreneurs de l'année 2017. 400 entreprises locales et étrangères étaient concernées par cette 8e édition sur initiative de la structure Guinea Company Award. Le point avec Monir Barry. Sur 400 entreprises en compétition, 38 ont retenu l'attention des organisateurs en bénéficiant le prix Label Guinée. Créer l'émulation au sein des entreprises locales et promouvoir l'entrepreneuriat est un sacerdoce pour la structure Guinéen Company Awards. L'idée est de booster les compétences des entrepreneurs locaux, favoriser l'employabilité des jeunes et l'autonomisation de la femme. Parmi les entreprises de renom figurent Guico Press, Adafo Média et le site d'information Mosaïque Guinée. Tous les jeunes aujourd'hui ont des projets. Toutes les entreprises ont des projets. Mais la capacité de ces entreprises-là à transformer les projets en emploi, il faut absolument qu'un système bancaire fort accompagne ces jeunes entreprises et les projets. Nous avons réussi donc à nous démarquer, à tracer notre chemin et Dieu aidant, nous sommes en train donc de nous imposer d'une manière ou d'une autre dans cet univers concurrentiel. Donc c'est une distinction qui reconnaît ce travail qui a été fait par toute une équipe, mais aussi une interpellation dans le sens que ça devrait nous pousser désormais à nous surpasser et à faire en sorte que nous puissions donc garder cette pole position. L'impact de la société dans la communauté, l'emploi jeune, l'innovation et la performance sont entre autres critères d'évaluation. Paul Kamano coordonne la structure Guinéen Company Awards. Sa vision est d'inciter les entrepreneurs locaux à la concurrence et à l'innovation. Le Guinea Company Awards doit s'imposer comme l'événement de la communauté des affaires en Guinée. Toutes les entreprises, tous les entrepreneurs, toutes les organisations patronales, tous les investisseurs, c'est leur événement. Les critères ont été clairs. Précis. La promotion de l'entrepreneuriat et l'investissement dans le secteur privé étant un moyen de lutte contre le chômage, les autorités administratives se réjouissent et souhaitent la pérennisation de l'idée. Lorsque vous voulez réussir dans la vie, réunissez autour de vous des atouts. Et l'un des premiers atouts, c'est la formation. Acceptez de vous former. Lorsque vous êtes bien formé et que vous engagez un travail où vous cherchez à créer une société, je pense que vous aurez les ressources nécessaires pour y arriver. Pour l'année 2017, Dr Bangali Kamara, directeur général de l'Institut supérieur de l'information et de la communication, Kerfara Personne Kamara de Guico Press, Aboubakar Kamara de la RTG, Lamine Girassi de Adafo Média, Moussa Moïse Silla de la Radio Espace, Aboubakar Diallo de Mosaïque Guinée, Moussa Yeroba de la Radio Espace FM et Roby sont parmi les leaders qui ont marqué l'année. Prochain rendez-vous en 2019. Voilà, nous sommes au terme de cette édition. Merci de votre aimable fidélité. Excellent suite de programme sur les antennes de la radio-télévision guinéenne. Bonsoir à tous. À partir